Bonjour YouTube, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui nous allons parler de la Bugatti Chiron. Pour comprendre la Bugatti Chiron, il faut d'abord comprendre sa grande sœur, la Veyron, et pour comprendre la Bugatti Veyron, il faut d'abord s'intéresser à la deuxième résurrection de la marque Bugatti. Pour ce faire, nous devons remonter le temps jusque dans les années 80 et aller voir ce qui s'est passé du côté de chez Volkswagen et Audi. Alors dit comme ça, je sais que ça peut paraître étrange, mais commencer en parlant de Volkswagen va nous permettre de comprendre comment on est passé de la Bugatti Type 5 à la Bugatti EB110 et comment on est passé de l'EB110 à la Bugatti Chiron. À un moment donné dans son histoire, Volkswagen a racheté tout un tas de marques dont Audi dans le but d'en faire des voitures premium. Aujourd'hui, tout le monde connaît Audi, mais dans les années 80, c'était pas vraiment ça et Volkswagen avait un plan simple. Les voitures Volkswagen devaient rester des voitures abordables, tandis que Audi devait représenter une gamme supérieure, Audi devait devenir une filiale luxe de Volkswagen. Et dans les années 90, ça marche puisque Volkswagen casse littéralement le game avec Audi. Ils sont partis d'une marque que pas grand monde ne connaissait 20 ans auparavant et ils l'ont transformée en une marque premium, crédible, fiable, performante et avec des ventes de fou. BMW et Mercedes étaient là depuis des dizaines d'années et en 20 ans seulement, Volkswagen a fait de Audi un concurrent sérieux aux deux autres marques allemandes. Le succès arrive vraiment avec l'Audi A3 dans les années 90 et permet à Volkswagen de passer devant tous les autres constructeurs en leur foutant pas mal les glandes au passage. À la fin des années 90, c'est vraiment la fête chez Volkswagen. En plus du succès fou de Audi, les voitures Volkswagen ne sont pas en reste. La Golf 4 fait un carnage, la Passat fait un carnage, la Polo fait un carnage et Volkswagen se rapproche de plus en plus de la place de numéro 1 mondial. On arrive donc aux années 2000 où l'argent coule littéralement à flot dans le groupe Volkswagen et Ferdinand Piëch, qui en est alors le big boss, décide d'étendre son empire. Et quand je dis étendre son empire, je pèse mes mots. Aujourd'hui, le groupe Volkswagen, c'est Volkswagen bien évidemment, mais c'est aussi Audi, Bentley, Seat, Skoda, Lamborghini, Bugatti. Ils ont des motos avec Ducati et ils ont également des camions avec la marque MAN. Bref, aujourd'hui, Volkswagen est partout et tout ça vient des années 2000. Passons maintenant à Bugatti. L'histoire de Bugatti est aussi triste qu'intéressante puisque c'est une marque qui est morte, puis qui a été ramenée à la vie, puis qui est remorte, puis qui a été re-ramenée à la vie. En résumé, c'est une marque de voiture qui a fait mieux que Jésus. Dans les années 30, les Bugatti étaient déjà considérés comme les meilleures voitures du monde et pour faire court, malheureusement, la Seconde Guerre mondiale aura eu raison de la marque. Bugatti disparaît alors totalement du paysage automobile. Jusqu'à la fin des années 80, début des années 90, où un certain Romano Artioli rachète la marque Bugatti pour créer selon lui la meilleure voiture du monde et ce sera la Bugatti EB110. Et lorsqu'elle sort dans les années 90, c'est effectivement la voiture la plus rapide du monde. Pour son époque, c'est une voiture absolument dingue. À l'intérieur, on va retrouver un V12, 4 turbos, entre 560 et 611 chevaux suivant les modèles, une vitesse maximale de 350 km/h et le 0 à 100 avalé en 3,26 secondes. Le B110 est une voiture absolument exceptionnelle qui a eu un seul tout petit problème, c'est qu'elle est sortie en plein crack pétrolier. Du coup, ça a été un échec commercial catastrophique et ça a entraîné une deuxième fois la mort de la marque Bugatti. C'est alors qu'en 1998, arrive Ferdinand Piëch à la tête du groupe Volkswagen qui étend de plus en plus son empire, comme je le disais, qui a du pognon à plus savoir quoi en faire et qui décide de racheter Bugatti. À la base, ce rachat était destiné à faire de Bugatti une marque de berline luxueuse puisque c'était un segment inexistant dans le portefeuille du groupe Volkswagen. Sauf qu'en 1999, Volkswagen rachète Bentley. Du coup, Volkswagen se retrouve avec deux marques, Bugatti et Bentley, destinées au même segment. Volkswagen se dit alors que quitte à faire des berlines de grand luxe, autant prendre la marque la plus légitime dans ce segment-là, à savoir Bentley, puisque pour rappel, Bentley fait ce genre de voiture depuis près de 100 ans, donc bon,
peut penser qu'ils savent faire. Et Volkswagen se retrouve donc avec la marque Bugatti sans trop savoir quoi en faire. Du coup, changement total de stratégie, les Bentley resteront les berlines luxueuses que l'on connaît et Bugatti deviendra une marque d'hypersport. Et quand Volkswagen se décide à faire de l'hypersport, ils ne vont pas faire les choses à moitié et apparemment c'est Ferdinand Piëch lui-même qui a décidé de fabriquer les meilleures voitures du monde. Volkswagen injecte alors un pognon dingue dans le projet et après plusieurs concept cars est présentée en 2005 la Bugatti Veyron. Quand elle arrive sur le marché, elle casse absolument tout. Volkswagen a déconné zéro, ils n'ont rien laissé au hasard et présentent une voiture absolument extraordinaire. À sa sortie, c'est la voiture de série la plus rapide au monde avec 400 km/h, c'est la voiture de série la plus chère du monde, entre 1 et 1,2 million d'euros, et c'est la voiture de série la plus puissante du monde avec 1001 chevaux. Et le pire dans tout ça, c'est que Volkswagen en a fait une voiture utilisable normalement. J'entends par là que ses concurrentes de l'époque, Porsche Carrera GT, McLaren F1 ou Ferrari Enzo, étaient moins performantes, moins confortables, impraticables au quotidien et potentiellement dangereuses si elles étaient mises entre de mauvaises mains. Bref, Volkswagen a vraiment niqué tout le monde quand la Bugatti Veyron est sortie en 2005, il n'y avait pas mieux, que ce soit en termes de performance ou en termes de technologie. À l'intérieur, on va retrouver un moteur W16 de 8 litres de cylindrée, 4 turbos, 4 roues motrices, pour refroidir tout ça, pas moins de 10 radiateurs. Alors normalement, le nombre de radiateurs, c'est quelque chose dont on parle jamais dans l'automobile. Là, c'est intéressant d'en parler parce que dans une voiture normale, il y a 1 voire 2 radiateurs maximum. Dans la Veyron, il y en a 10. Bref, c'est une voiture absolument folle. Et malgré ça, la Bugatti Veyron sera un demi-échec commercial. J'entends par là que la voiture est tellement chère, tellement insolente quelque part, que Bugatti mettra plus de 10 ans à atteindre les objectifs de vente qu'ils s'étaient fixés. Et pour y arriver, ils ont même dû décliner la Veyron dans des versions différentes comme la Targa ou la Supersport, voire des séries limitées à un seul exemplaire. Presque 13 ans plus tard et quelques 300 Veyrons vendus, Bugatti peut enfin passer à la suite avec la Bugatti Chiron qui nous intéresse aujourd'hui et qui est une grosse évolution de la Veyron. Dans cette Chiron, on va retrouver le moteur W16 de 8 litres de cylindrée, les 4 turbos, les 4 roues motrices et la boîte robotisée à 7 rapports héritée de sa grande sœur la Veyron. Par contre, côté puissance, on passe à 1500 chevaux et la vitesse maximale est bridée. La vitesse maximale est bridée à 420 km/h. Niveau performance, la voiture va avaler le 0 à 100 en 2,4 secondes, le 0 à 200 en 6,1 secondes, le 0 à 300 en 13,1 secondes et le 0 à 400 en 32,6 secondes. Et dans tous les chiffres que j'ai pu trouver, celui qui m'a le plus impressionné, c'est le 400 à 0. Lancé à 400 km/h, la voiture s'arrêtera en 9,3 secondes. Alors en vrai, j'ai du mal à réaliser ce que ça peut faire. En fait, t'es lancé à 400 km/h et 9 secondes plus tard, t'es arrêté. Je pense que la sensation doit être aussi impressionnante qu'effrayante et doit vraiment foutre la gerbe. Donc vous l'aurez compris, la Chiron est une voiture extraordinaire et je pense que le set que nous allons voir aujourd'hui le sera tout autant. On se retrouve maintenant face à l'énorme boîte de la Bugatti Chiron, boîte qui ressemble énormément à celle de la Porsche 911 GT3 RS qu'on avait déjà faite, donc je vous mets la vidéo juste là et dans la description. Et boîte qui ressemble également à la Lamborghini Sion dont nous parlerons très certainement une prochaine fois, mais aujourd'hui on va se concentrer sur la Chiron. Sur la face avant de la boîte, on va d'abord retrouver une photo de la voiture une fois terminée, en haut différents logos Lego et techniques, l'échelle du set une fois terminée donc au 1/8, et en bas toutes les informations qu'on retrouve classiquement chez Lego, en commençant par l'âge 16 et plus, le numéro du set 42083, la Bugatti Chiron, total 3599 pièces, ce qui fait quand même 800 pièces de plus que la Porsche, donc pas mal de travail supplémentaire, et ici le blason Bugatti. Sur les tranches maintenant, on va retrouver ici une photo de la voiture de profil, ici le 3/4 arrière, sur l'autre tranche encore une photo de profil avec une photo de la jante à l'échelle 1, et là encore une photo du 3/4 arrière. Concernant l'arrière de la boîte maintenant, donc toujours pareil, on va retrouver quelques photos du set une fois terminé, donc là une grosse photo du 3/4 arrière de la voiture, et au-dessus quelques détails, ici donc le moteur, le fameux W16, le système de freinage, l'habitacle de la voiture et le poste de conduite. On va maintenant ouvrir tout ça. Voilà maintenant à quoi ressemble l'intérieur de la boîte. Donc Lego a repris l'idée qu'ils avaient déjà mis en place avec la Porsche 911 GT3 RS, à savoir plusieurs petites boîtes contenant les différentes pièces qui vont nous permettre d'assembler le Lego. À la différence près que là, ils ont poussé le détail un peu plus loin. Pour la Porsche, toutes les boîtes étaient noires, alors que là, les boîtes sont imprimées avec un visuel de la Bugatti Chiron. Comme pour la Porsche, ici, on va retrouver les 4 jantes, sauf que là, Lego a, pareil, imprimé à l'intérieur l'étrier de frein Lego pour qu'on puisse avoir une idée de ce que donnera la roue une fois terminée. Ici, nous allons retrouver le manuel avec les autocollants. Ouais, Lego a vraiment bien fait ça en fait, parce que là on a le manuel, donc qui permettait d'avoir un visuel de l'avant de la Bugatti Chiron, et si je l'enlève, la boîte d'en dessous, on va avoir la même photo pour qu'on puisse toujours avoir la face avant de la voiture.
Là, les différentes boîtes numérotées, donc ça par exemple c'est la numéro 3. Par contre, juste une chose, voilà, c'est bien ce qui me semblait. Le premier manuel me paraissait assez léger, donc en fait on en a un second juste là. Avant d'aller plus loin et de vous montrer un petit peu ce qu'il y a dans les manuels, juste un détail intéressant que j'ai vu. Donc là, comme je le disais, on a une photo de la face avant de la voiture, sauf que si on retourne les boîtes, on se retrouve avec une photo de la face arrière de la voiture. Dernier détail, cette face arrière de la voiture, on la retrouve sur le deuxième manuel. Non, en vrai, je suis désolé, mais Lego, ils sont vraiment trop forts. Si on regarde d'un peu plus près les manuels maintenant. Donc ça, c'est le premier, livre 1, c'est écrit dessus, c'est facile, on peut pas se tromper. Si c'est comparable, alors ce n'est plus Bugatti. Ça résume plutôt bien la marque. Photo du 3/4 arrière de la Bugatti Chiron. The Lego Technique Podcast. Le balado ajoute une bande sonore unique à votre expérience de construction Lego tout en racontant l'histoire bien spéciale de ces deux entreprises. Chaque épisode vous fait découvrir les défis qui se sont présentés pendant la reproduction des caractéristiques principales de l'emblématique Bugatti Chiron en Lego Technique. Les épisodes en anglais seulement sont disponibles en téléchargement, blablabla. Donc en fait, Lego et Bugatti ont créé un podcast qu'on peut écouter pendant la construction et qui nous explique comment les deux compagnies ont travaillé ensemble pour produire ce set là. Donc ça pourrait être intéressant, malheureusement j'ai peur que mon niveau d'anglais soit pas suffisant pour tout bien comprendre. J'aime vraiment beaucoup les photos que Lego fait dans ces sets là. Dans les gros sets, il y a toujours des photos que je trouve vraiment superbes. Donc là on va retrouver quelques petits détails, le poste de pilotage, le moteur, face avant, face arrière, quelques croquis. Ici, la photo est géniale là. Ils ont joué sur les perspectives en fait pour que les deux voitures aient à peu près la même taille, la Lego et la vraie. Et voilà, c'est ce que je disais en fait, j'adore les photos qu'ils mettent dans les bouquins, je les trouve vraiment super réussies. Alors là, ce sont des photos de la vraie voiture par contre. Des illustrations de la conception. Donc là, boîte 1. Alors c'est marrant, il montre quelle boîte c'est dans la grosse boîte pour pas avoir à tout déballer. Donc la boîte 1, c'était celle qui était le plus à gauche. Et la boîte 1 va nous permettre de construire le moteur et la boîte de vitesse. Donc une photo, je pense, de ce que va nous permettre de faire la boîte 1. Et puis après, on attaque. À la fin, je sais pas si on va avoir quelque chose du coup parce qu'il y a deux manuels. Non, là, il nous explique juste qu'il faut aller voir le deuxième manuel. Ce que nous allons faire maintenant, livre 2. Donc là, voilà, on commence par la boîte 3. La boîte 3 nous permet de faire la carrosserie arrière et le couvercle du coffre. Là, j'ai pas regardé là. Je reviens juste en arrière 2 secondes. Ça doit être là, je pense, parce que là, il y a des photos. Voilà, donc là, la boîte 1 est terminée. Boîte 2, donc c'est celle qui est au milieu. Le mariage. Alors, on avait déjà eu un mariage avec la Porsche. Je suis curieux de voir le mariage chez Bugatti maintenant. Ouais, donc je pense que ça, c'est ce qu'on va faire dans la boîte 1, ça c'est ce qu'on fait dans la boîte 2, et le mariage ça va être l'assemblage des deux. Donc du coup, si nous revenons sur le livre 2, donc toujours de belles photos, et puis après on attaque, pas le temps de niaiser. Donc là on est déjà à l'étape 483, c'est le début du livre 2, et si on va faire un tour rapide à la fin, ah ouais, donc il y a quand même 969 étapes. Et à la fin, donc ça c'est le petit sac de voyage, l'inventaire des pièces, toujours l'inventaire des pièces, et des photos. Avec ça un numéro de série, alors je sais pas à quoi ça sert, je l'avais déjà dans la Porsche, mais je pense que le monsieur à qui j'ai acheté la Porsche, puisque je l'avais acheté d'occasion, l'avait déjà utilisé, du coup le code ne fonctionnait plus. Je verrai si ce code-là fonctionne, je vous dirai ce que ça dit. Finito. Au travail. Avant de commencer le montage, petit tour par le manuel qui nous montre ce que va nous permettre de faire cette première boîte, à savoir le moteur et la boîte de vitesse. La création du moteur W16 de 1500 chevaux qui propulse la Chiron de Bugatti jusqu'à une vitesse de 420 km/h, limitée pour le circuit routier, a repoussé les limites de la technologie automobile encore plus loin. Recréer ce moteur, de même que la transmission manuelle séquentielle en Lego Technique, était également un défi de taille.
from me. I need you to stay right there. I'm coming right away, my dear. I tried this, tried that, tried everything. Coming right back, won't you wait for me? I need you to stay right there. I'm coming right away, my dear. La première boîte est terminée et voilà où nous en sommes rendus. J'en ai pas parlé, je vous l'ai pas montré, mais à l'intérieur de la boîte on trouve 3 séries de sachets. La première nous permet de faire la partie arrière du châssis et les suspensions. Avec la seconde nous faisons la transmission et la boîte de vitesse. Et la troisième série de sachets quant à elle nous permet d'assembler le moteur. En parlant de moteur justement, j'ai retiré quelques pièces de manière à pouvoir l'enlever pour voir ce qui se passe en dessous. Sous le moteur se trouve donc la transmission et la boîte de vitesse. Si je tourne ceci, on voit le mécanisme se mettre en action et faire bouger les pièces qui permettent de changer les vitesses de la voiture. Maintenant le moteur, le fameux W16 avec ses 4 rangées de 4 cylindres. On retrouvera plusieurs modèles W mais uniquement au sein de la gamme Volkswagen. On a retrouvé le W8 à bord de la Volkswagen Passat, on retrouve un W12 chez Bentley et bien sûr le W16 chez Bugatti. Je pense que la suite du set nous permettra de faire le lien entre la boîte de vitesse et le moteur, mais on verra ça un tout petit peu plus tard. Concernant le montage en lui-même, il se fait facilement, rien de spécial à signaler, comme je le dis dans chaque vidéo technique, Lego fait les choses particulièrement bien et c'est toujours aussi clair et précis et c'est toujours aussi satisfaisant à faire. Il est maintenant temps de passer à la deuxième boîte et avant de commencer, on va jeter un coup d'œil au manuel pour voir ce que nous réserve cette seconde boîte et il s'agit du mariage dont je parlais en intro. Le point d'orgue de l'assemblage du châssis de la Chiron est appelé le mariage. C'est le moment où sont enfin réunis la carrosserie monocoque entièrement faite en fibre de carbone et le train arrière renfermant le moteur et la boîte de vitesse. Il était important de reproduire ce processus capital avec notre modèle technique. Comme je le disais également en intro, le mariage on en a déjà fait un avec la Porsche 911 GT3 RS et maintenant il est temps de passer à celui de la Bugatti. Into the
Je fais juste une petite pause pendant que je suis en train de faire la boîte 2 parce que l'heure est venue de procéder au mariage de la Bugatti Chiron et je pense que ce sera plus sympa de le montrer en vidéo plutôt que de le faire en timelapse. Le manuel de Lego est assez précis quant à la marche à suivre, je vais vous montrer ça et en fait il faut vraiment faire attention parce que voilà, il faut que toutes ces petites pièces là soient vraiment bien alignées. Donc ça c'est pour la partie avant de la voiture et même chose pour la partie arrière de la voiture. On a un gros plan avec toutes les petites pièces, tous les engrenages et il faut vraiment que tout soit parfaitement aligné pour que les deux parties puissent bien s'emboîter l'une dans l'autre. J'ai vérifié que tout soit bien aligné, donc normalement tout devrait bien se passer et on va maintenant procéder au mariage. Croisez les doigts pour que tout se passe bien. La première tentative s'est soldée par un échec. En fait, j'avais oublié de vérifier cette petite pièce-là, qui n'était pas bien alignée, elle était de travers, et du coup, ça forçait en haut. En bas, ça rentrait bien, mais ça fonctionnait pas en haut, donc du coup, j'ai arrêté, j'ai tout rechecké, et effectivement, cette pièce-là n'allait pas. Donc, on va retenter le mariage. Et ce coup-ci, ça marche. Voilà, là j'ai juste appuyé un peu, pas besoin de trop forcer. Tout est rentré nickel. Donc là maintenant, juste ça. Ici, la même chose. Et voilà, tout est bon. On voit à peu près à quoi ressemblera la voiture. La boîte 2 est terminée et voilà à quoi ressemble la Chiron à ce stade du montage. Avec cette boîte 2, on aura surtout travaillé sur la partie avant de la voiture, donc avec tout ce qui est train avant. Ici, on va retrouver la direction. Là, on a la boîte de vitesse. On aura également fait l'habitacle qui accueillera les sièges qu'on verra un peu plus tard avec les autres boîtes. Et on aura surtout procédé au mariage entre la partie arrière de la voiture qu'on a fait avec la boîte 1 et la partie avant de la voiture qu'on a fait avec la boîte 2. Toutes les pièces qu'on a rajoutées après le mariage en fait servent à consolider la liaison donc entre la partie arrière et la partie avant. La grande question qu'on se pose à ce stade du montage, c'est est-ce que le mariage entre la partie arrière et la partie avant a bien fonctionné? La réponse est oui et je vais vous montrer pourquoi. Ici nous allons retrouver la boîte de vitesse. Donc si je la mets en avant, vitesse 1, si je fais tourner les roues, on va se rendre compte que les pistons bougent à une certaine vitesse, mais c'est assez lent. Si je mets la boîte de vitesse au milieu, qu'on peut considérer comme étant le neutre ou le point mort, je fais bouger les roues arrière et les pistons ne bougent plus du tout. Et si je mets la boîte de vitesse ici, en deuxième position, on se rend compte que les pistons bougent beaucoup plus vite. Le mariage a donc bel et bien fonctionné. On peut tranquillement passer à la suite. Juste une dernière petite chose dont j'ai oublié de parler, et puis après promis on s'attaque à la boîte 3. Concernant le mariage, ici, si je fais tourner les roues arrière, on se rend compte que ça fait tourner également les roues avant. Donc on a bien une 4 roues motrices comme la vraie Bugatti Chiron. Voilà, on peut se remettre au travail. Boîte 3 donc. Alors l'angle de l'aileron de la Chiron se règle automatiquement pour minimiser la résistance et améliorer à la fois la déportance requise et la puissance de freinage. Reproduire ces caractéristiques sur le modèle Lego Technic était essentiel pour recréer la performance de pointe du véhicule original. J'avais vu je sais plus où exactement justement qu'à un moment donné dans le set on montait une clé en Lego et que cette clé nous permettait de modifier l'orientation de l'aileron et je pense que c'est ce qu'on va faire maintenant.
Ça y est, fin de la troisième boîte, donc avec cette boîte on aura surtout travaillé sur l'arrière de la Bugatti Chiron, mais aussi sur le capot moteur, sur le toit, sur les ailes et sur les passages de roues arrière. Concernant l'arrière de la voiture, puisque c'est là qu'on aura le plus travaillé, en bas on va retrouver le diffuseur, le feu et le fameux aileron mobile dont je parlais en introduction. Alors aileron qui m'aura donné un petit peu de mal, mais c'est de ma faute en fait, les bras qui sont ici, je les avais placés trop en arrière, ce qui fait que j'arrivais pas à mettre cette pièce là, mais normalement j'ai tout remis à sa place et tout est rentré dans l'ordre. Petite déception concernant l'aileron, justement je pensais qu'on aurait la clé qui permet de le faire changer de position, donc pour le mettre en position haute et puis après en position frein, mais pour l'instant on n'a pas la clé, je pense qu'on l'aura dans la quatrième boîte. Pas grand chose de plus à dire concernant cette troisième boîte, donc on peut passer à la suite. Quatrième et dernière boîte, siège et intérieur. De la console centrale au volant en passant par le choix de revêtement intérieur 2 tons, rien n'est laissé au hasard dans la Bugatti Chiron. Non seulement le modèle Lego Technique allait-il ressembler en tout point à l'original vu de l'extérieur, mais il représenterait également tout le soin porté à la conception de l'intérieur de la Chiron. Fin de la quatrième boîte, et comme le disait le manuel, avec cette boîte-là, on se sera surtout attardé sur l'intérieur de la voiture, mais pas que. On aura aussi un petit peu travaillé à l'extérieur de la voiture, avec des petits détails comme ceux-là, par exemple, qui viennent finir les feux arrière. On aura posé quelques pièces sur le capot moteur, sur le toit et sur les bas de caisse, en partant de l'arrière de la voiture jusqu'au passage de roue avant. À l'intérieur de la voiture, maintenant, donc côté conducteur, ici, on va retrouver le siège, le poste de pilotage avec le volant, le tableau de bord, la planche de bord. On aura fait toute la console centrale et ensuite, côté passager, on aura fait le siège et puis tout l'habitacle côté passager. Voilà un petit peu concernant cette boîte 4, pas grand chose de plus à rajouter, donc on va pouvoir gentiment passer à la cinquième et dernière boîte pour enfin terminer cette Bugatti Chiron. Cinquième et avant-dernière boîte, puisque je pensais que c'était la dernière, et en fait non, je me suis rendu compte qu'il y avait des pièces sous les jantes, donc cette boîte-là sera la sixième, et des pièces se cachent à l'intérieur. La cinquième boîte sera donc l'avant-dernière. Carrosserie avant, feu avant et calandre en forme de fer à cheval. La reproduction en Lego Technique d'une voiture emblématique comme la Bugatti Chiron met à l'épreuve comme jamais les compétences de l'équipe de designers et le système de construction technique. Le vrai défi et le plaisir est de faire preuve d'une grande créativité en utilisant que les éléments Lego existants pour résoudre les épineux problèmes rencontrés pendant la conception.
Fin de la boîte 5 et voilà à quoi ressemble maintenant notre Bugatti Chiron. Alors avec cette boîte 5, on aura fait principalement deux choses. D'une part, on aura fait les portières côté conducteur, côté passager, et d'autre part, on aura fait tout l'avant de la voiture. L'avant de la voiture qui va comprendre les ailes de chaque côté, les feux et l'énorme bouclier avant. Je vais vous montrer la voiture de devant parce que je trouve qu'elle a une gueule absolument monstrueuse. Voilà un petit peu ce que je pouvais vous dire concernant cette boîte 5. Donc pas grand chose puisque là on s'est vraiment attardé sur les éléments de carrosserie. Et on va maintenant passer à la sixième et dernière boîte qui va enfin nous permettre de terminer cette Bugatti Chiron. Sixième et dernière boîte, bon, cette fois-ci c'est sûr, c'est la fin, c'est la dernière, sobrement intitulée jantes et pneus. Lorsque vous concevez des jantes et des pneus pour une voiture qui défie toute convention, vous devez aller au-delà des normes habituelles de l'industrie automobile. Avec la Chiron, Bugatti a dû se tourner vers l'industrie aéronautique. L'allure unique des jantes s'est révélée particulièrement difficile à reproduire jusqu'à ce qu'un designer Lego décide de sortir des sentiers battus. Je viens de terminer la boîte 6, ce qui veut dire que la Bugatti Chiron est enfin finie. La boîte 6 c'est celle qui comportait le moins de pièces de tout le set. On aura terminé la carrosserie en rajoutant par exemple ici et là les bordures du pare-brise. On aura rajouté quelques pièces ici pareil et à l'avant pour terminer la voiture. À l'arrière, on aura mis le cache moteur, cette barre de toit. On aura également posé la voiture sur ses roues, il était temps. Petit détail intéressant, à l'avant, on a le coffre et on a fait le petit sac. Alors le petit sac avec les autocollants siglés Chiron, attention, et au-dessus ils ont même poussé le vis à mettre un autocollant zip. Et dernière chose, j'ai enfin la clé. Alors cette clé, comme je le disais, elle nous sert à débloquer l'aileron. Ici, on ouvre l'aileron, position aérofrein, et on le range. Voilà un petit peu pour la boîte 6. Elle est monstrueuse. Ce que j'aime beaucoup avec ce genre de reproduction en 1/8, que ce soit en Lego ou avec des maquettes plus classiques, c'est qu'on se rend vraiment bien compte des proportions. Souvent quand on voit des supercars en vidéo, on se rend pas bien compte qu'en fait elles ont des dimensions et des proportions qui sont juste hors normes. Si je prends ma voiture par exemple, un RAV4, elle fait 4,60 m de long, 1,85 m de large et 1,70 m de haut. La Chiron quant à elle fait 4,54 m de long, 2,04 m de large et 1,21 m de haut. Donc on a quasiment la même longueur avec 20 cm de plus en largeur et 50 cm de moins en hauteur. Alors dit comme ça a l'air de rien, mais ça change énormément la physionomie et l'aspect général de la voiture. On dirait vraiment une bête trapue collée à la route, ultra vénère et prête à vous sauter à la gueule à tout instant. Comme je le disais en intro, le groupe Volkswagen déconne vraiment pas quand il s'agit de Bugatti et Lego a fait la même chose avec sa Chiron. Je suis toujours impressionné par l'ingénierie mise en place par Lego pour certains modèles et c'est particulièrement vrai avec les techniques, tout s'assemble parfaitement et on n'a jamais de mauvaise surprise. On se retrouve parfois à devoir assembler des pièces sans trop en comprendre l'utilité et 50 ou 100 étapes plus tard, on se retrouve à se dire « Ah putain mais les mecs c'est des génies en fait ». Parce qu'on comprend simplement l'utilité des pièces posées 2 heures avant et on se rend compte que les mecs de chez Lego ont tout prévu dans les moindres détails. Concernant cette Chiron, plus spécifiquement, je disais en intro qu'elle fait 800 pièces de plus que la Porsche 911 GT3 RS. Ce sont deux modèles facilement comparables parce qu'ils font partie de la même gamme chez Lego, pour autant on a l'impression qu'avec la Chiron, Lego a vraiment passé un step, un peu comme si la Porsche leur avait servi de test alors que la Chiron était la concrétisation du projet. Alors attention, j'adore la Porsche, j'ai adoré la faire et je l'adore maintenant qu'elle est terminée, mais on sent que la Chiron a été plus étudiée et on voit qu'elle est mieux finie. On le voit particulièrement bien à l'extérieur où on a beaucoup plus de pièces de carrosserie, mais on a aussi beaucoup plus de petits détails comme les disques et les étriers de frein par exemple. En fait, c'est tout le montage qui est plus complexe. Encore une fois, on est chez Lego, donc si on suit le manuel, on peut pas se tromper. Il n'empêche que la Bugatti est plus difficile à faire que la Porsche. Alors ce n'est ni une qualité, ni un défaut et encore moins une critique envers la Porsche, c'est juste un fait. Quoi qu'il en soit, j'ai passé un super moment à faire ce set et si jamais il vous intéresse, je ne peux que vous encourager à vous jeter dessus. En plus, Lego vient d'abandonner la production de cette Bugatti, donc si vous la trouvez neuve en magasin à un prix normal, jetez-vous dessus. La cote ne devrait pas tarder à monter si ce n'est pas déjà fait.
Concernant le code dont je parlais en intro, il sert à débloquer quelques bonus sur le site Lego, un certificat de propriété et quelques photos que je vous mets maintenant. C'est terminé pour moi, je n'ai plus qu'à vous remercier d'avoir regardé cette vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air. Si elle ne vous a pas plu, n'hésitez pas à mettre un pouce en bas. Vous pouvez commenter, partager, vous abonner, mettre la cloche, bref, vous faites ce que vous voulez. Quant à moi, je vous fais un bisou et je vous dis à bientôt.